Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle chronique littéraire, une émission dans laquelle un auteur aura pour défi de venir présenter son ouvrage au travers d'objets qu'il aura lui-même choisis et qui, selon lui, définiront le mieux la thématique de son récit. Voici pour vous l'objet du livre. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle de Goyon. Isabelle de Goyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur sartois bien connu à Paris. Vous êtes une scientifique, vous avez été professeur de mathématiques et vous nous avez apporté aujourd'hui des mesures de capacité, mais ce n'est pas en lien direct avec votre ancien métier de professeur de mathématiques. Non, ou alors c'est un acte inconscient, mais ces mesures sont tout à fait en relation avec un des chapitres de mon livre. Je les ai apportées par rapport à Marie-Pape Carpentier, inventeur de l'école maternelle, et qui avait à disposition un matériel important pour justement apprendre aux enfants, non seulement à lire, à compter, mais aussi à vivre la vie courante, et en particulier eh bien, à apprendre à mesurer les quantités, par exemple, de liquide, de blé, de matières diverses. Or, ces trois objets, qui sont parmi tant d'autres, bien entendu, puisqu'on allait du mètre cube jusqu'au centimètre cube, là, je n'ai apporté que 3 exemplaires, mais dans mon enfance, quand j'étais en école primaire, je m'en suis servi. Et au XIXe siècle, on s'en servait aussi. C'est pour ça que je crois que c'est un lien non négligeable et caractéristique d'un des chapitres, comme je disais, de ce livre. Voilà, un livre qui réunit plusieurs personnages et puis plusieurs faits divers qui se sont passés dans la région. Alors, on parlait de Marie-Pape Carpentier. C'est vrai que c'est étonnant qu'elle n'ait pas laissé davantage de traces dans l'histoire parce que ça a été un personnage vraiment important. Ça a été la première femme à s'exprimer, notamment à la Sorbonne, je crois. C'est une femme pour laquelle j'ai une profonde admiration. Admiration d'abord pour son intelligence rare, pour sa détermination, son obstination et son amour réel de l'enfance. Et puis un autre personnage aussi important, Ambroise Gentil. Alors Ambroise Gentil, c'est quelqu'un pour lequel je me pose une question, avait-il le temps de dormir? Car quand on voit la quantité de choses qu'il a pu réaliser, le travail phénoménal qu'il a accompli, véritablement, on se pose des questions. Il a été enseignant très très jeune. Il a été passionné par la faune et la flore sartoise. Il a fait un herbier extraordinaire. Il a refait toute la liste des plantes existant en Sarthe. Alors justement, est-ce qu'on peut dire qu'il est l'auteur de l'inventaire de la flore en Sarthe? Oui, tout à fait. Ambroise Gentil meurt en 1927. Or, qu'est-ce que l'on avait à l'époque? On avait ce qui est daté du XVIIIe siècle. Et Ambroise Gentil remet tout à court, rénove, non seulement complète, mais aussi rénove dans la conception. C'est-à-dire que c'est un homme moderne. Et ça, c'était éminemment important. Alors voilà pour Ambroise Gentil, d'autres portraits comme ce personnage qui, alors là on revient un petit peu en arrière, qui fait partie des drapiers. Alors il y a toute une histoire avec les drapiers, Jacques Garnier. Jacques Garnier m'a intéressé, bon, il y a une histoire, un procès. Mais si vous voulez, au-delà de ce procès, ce qui m'intéresse, c'est de montrer ce qu'était la vie des artisans au XVIIIe siècle et comment était conçue la vie d'un artisan sur le plan professionnel. Parce que c'est un maître, ça veut dire qu'il a passé 9 ans de sa vie à apprendre. On commence par être apprenti, puis on est compagnon, puis on essaye, si on peut, de devenir maître, il faut faire son chef-d'œuvre. Ce sont des années de travail intensif. Et ensuite, rentrant dans la confrérie, dans la communauté de métier des sergiers, étaminiers,
cet homme va avoir à respecter des règles de vie, et en particulier de défendre la qualité des produits qu'il fabrique. Parce que s'il y a des inconvénients, si bien sûr tout n'est pas parfait, mais ce sont quand même des hommes qui ont pour, je dirais, pour axe de manière de vivre et de travailler, de défendre la qualité et l'honnêteté. Alors, ça je le montre, c'est que les avantages faits aux enfants des maîtres posent problème quand même. Parce que si un apprenti, un compagnon, ont à chaque fois 3 années d'études, lorsqu'on a la chance d'être fils de maître, on a des 1 à 2 ans. avantages. Et quand se pose le problème de devenir maître, non seulement le chef-d'œuvre se fait beaucoup plus rapidement, mais par exemple dans le cas précis de l'étamine, si on a 3 pièces de drap quand on n'est pas fils de maître, eh bien on n'en a plus qu'une. On n'a pas 4 couleurs, mais on n'en a qu'une. Puis les frais sont bien diminués. Et puis on trouve facilement à s'installer. Alors des choses qu'on apprend hein, tout au long de votre ouvrage, et puis alors quelque chose de complètement différent, le manger à Laval au XVIIe, au XVIIIe siècle, là on apprend plein de choses aussi. Ah ben oui, ça m'a amusé. Voilà, ça. alors on apprend par exemple, il y avait 3 termes qui définissaient les différents repas. Le déjeuner, parce qu'en fait ça nous coupait du jeûne, hein, déjeuner. Absolument. Le dîner, on ne disait pas le déjeuner à ce moment-là, c'était le dîner et le souper. Voilà, le dîner c'est la mi-journée. Et suivant les régions, les horaires sont complètement disparates. À Laval, c'est relativement tôt. À Paris, on mange à 15 heures. Ça, c'est encore comme ça, on soupe tard à Paris. Le soir, peut-être plus tard, oui. C'est surtout le monde agricole qui vivait avec la lumière solaire. Hein. Donc, mangeait beaucoup plus tôt et se couchait plus tôt. Parce que le lendemain matin, il commençait en fonction de la lumière solaire. Et puis une base de nourriture qui est somme toute très saine. L'alimentation à Laval, la base, c'est la soupe. Ah oui, ça, ils ont une passion pour leur soupe. Et quel que soit le niveau socio-culturel ou économico-culturel. Hein. C'est vrai que la soupe, c'est nourrissant, c'est sain. C'est sain, ce sont des légumes. On y revient. Mais exactement, c'est excellent la soupe. Alors voilà toutes sortes de... Puis il y a encore bien d'autres histoires. On pourrait parler aussi événements. De Jean-François Marquis du Castel qui s'est opposé avec acharnement hein, contre quelqu'un de l'époque. Enfin, c'était quelqu'un qui était vraiment opiniâtre, ce Marquis du Castel. Très opiniâtre. Il y en a un autre aussi opiniâtre, c'est Jean Bigot, le curé de Montfort-le-Génois, qui va s'opposer jusqu'à être traduit devant les tribunaux du Parlement de Paris pour défendre les droits des pauvres malades, suivant l'expression consacrée. Alors Isabelle de Goyon, quand on commence un ouvrage comme ça, comment sélectionne-t-on ces histoires ? Bien, j'aime ce qui est inédit. J'aime les personnages qui sortent de l'ordinaire, les événements qui ont une originalité. Et j'ai rencontré au décours de mes recherches aux archives, lieu merveilleux où je me sens si bien, bien toutes ces aventures. Donc c'est aux archives en fait départementales que vous vous rendez pour... Archives départementales, archives de Paris bien sûr, hein, archives nationales, bibliothèque nationale, bibliothèque archives militaires quand il s'agit de mon militaire et général Louis Coutard bien sûr. Est-ce que vous travaillez avec Internet par exemple ? Je travaille souvent, fréquemment bien sûr. Donc vous êtes aussi pour les nouvelles méthodes de recherche. Vous prenez toutes les méthodes qui sont à votre disposition. Ah ben bien sûr, il y a Internet. Mais enfin, Internet, on y trouve tout et n'importe quoi aussi. Donc Internet, quand je cherche, c'est réservé archives. Alors, un livre comme celui de Histoire vraie du Maine, Isabelle de Goyon, vous demande combien de temps de travail ? Très difficile à dire. Parce que si vous voulez, il y a des histoires de ce livre qui remontent à des années. Bon, disons qu'un livre en moyenne, c'est 3 ans. Hein.
Est-ce que vous prenez des histoires, vous les mettez dans un coin en vous disant tiens, ça pourra me servir pour plus tard et puis bien sûr, parce que aux archives, justement, quand on commence à chercher quelque chose, d'abord on ne le trouve pas toujours, mais on trouve autre chose. Voilà. C'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est la découverte permanente. Toujours quelque chose de nouveau. C'est pour ça que j'y suis autant attachée. Des découvertes, on en fait tout au long de cet ouvrage. On en fait énormément avec des histoires qui sont passionnantes, des histoires qui sont insolites. Et toujours vraies. Et toujours vraies, d'où le nom, Histoire voilà. Vraie d'humaine. Votre prochain ouvrage, vous l'avez déjà en tête? Vous l'avez déjà plusieurs commencé? Qui sont en cours. Qui sont sur la table de travail et voilà, dont on ne saura qui concernent la Sarthe. Isabelle de Goyon, je vous remercie d'être venue pour Histoire vraie d'humaine. C'est aux éditions ITF. Voilà, un livre qu'on peut trouver évidemment dans toutes les bonnes bibliothèques et dans toutes les librairies. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un autre numéro de l'objet du livre.